Le système capitaliste, et notamment sa version néolibérale actuelle, est de plus en plus décrié ces dernières années. Entre augmentation des inégalités, autoritarisme des élus, destruction du vivant et anéantissement des équilibres du système Terre, de nombreuses voix s'élèvent pour proposer des alternatives. D'autres chemins possibles, de nouvelles manières de faire société ensemble. Portés par des collectifs citoyens, des penseurs, des chercheurs et parfois même des responsables politiques, ces propositions sont autant de futurs souhaitables vers lesquels nous pourrions tendre. Mais faut-il forcément en finir avec le système capitaliste ? Ne peut-on pas simplement en contrôler les dérives ? Sortir du capitalisme, oui, mais pour faire quoi ? N'est-ce pas risqué de tomber dans la dictature communiste version URSS ? Existe-t-il vraiment des moyens d'en finir avec ce système ? Ce sont les sujets que nous allons aborder avec notre invité du jour, Jérôme Bachet, historien médiéviste, spécialiste du mouvement zapatiste et auteur du livre Basculement. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue. Je suis Jean-Philippe Descas et vous écoutez Oser. Oser est un podcast pour mieux comprendre les enjeux de notre monde face à l'urgence sociale et écologique. C'est aussi une source d'inspiration grâce au parcours de personnes qui nous ressemblent et qui ont décidé de mettre du sens dans leur vie en passant à l'action. Enfin, c'est une ode à l'engagement individuel et collectif pour tenter de rendre le monde un peu meilleur. Si vous appréciez ce podcast, j'ai besoin de votre soutien pour le faire rayonner. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou autre. Cela m'aide beaucoup à gagner en visibilité. N'hésitez pas non plus à partager les épisodes que vous avez aimés autour de vous et sur les réseaux. Merci à vous. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour Jérôme Bachet. Bonjour. Bienvenue sur Oser. Merci pour cette invitation. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui pour discuter notamment de votre livre Basculement que j'ai lu récemment avec délectation et avec un immense intérêt. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'aborder ce livre, est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes, quelles sont vos activités et vos recherches ? Oui, bien sûr. Alors, je suis historien de formation. J'ai fait l'essentiel de ma carrière comme enseignant-chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, en me spécialisant dans l'étude de l'histoire du Moyen-Âge occidental. Donc, j'ai consacré l'essentiel de mes recherches, beaucoup d'articles, beaucoup de livres à cette période qui peut nous sembler assez lointaine. Et puis, en fait, ma vie a été percutée en quelque sorte par l'expérience de la rébellion zapatiste, qui a démarré le 1er janvier 1994. Et puis surtout, à partir de 1995, j'ai eu vraiment l'envie ou le besoin d'aller voir de plus près, d'en apprendre davantage sur cette expérience. Et donc, j'ai commencé à enseigner également à l'université du Chiapas à San Cristóbal de las Casas, qui était aussi l'occasion de connaître de plus près cette expérience. Et donc, depuis 25 ans, en fait, je vis entre la France et le Mexique, en partageant mon temps entre ces deux pays. Et puis progressivement, de plus en plus, mon intérêt s'est porté sur la rébellion zapatiste, sur laquelle j'ai écrit aussi des articles et des livres, et puis sur des réflexions touchant à la possibilité de construire d'autres mondes plus désirables que celui dans lequel il nous est donné de vivre pour l'instant, et qui soient potentiellement des mondes qui sortiraient du système capitaliste. Donc voilà, plusieurs livres, dont le dernier, qui est celui que vous venez de citer, Basculement, ce qui fait que j'ai essayé de mener en parallèle ces deux activités, à la fois comme historien médiéviste et puis comme ces intérêts plus contemporains. Et puis ma trajectoire a un peu dévié progressivement de l'un à l'autre, ce qui fait qu'on pourrait dire que ma trajectoire, en fait, c'est celle d'une
d'une bifurcation en fait qui s'est faite très progressivement, très lentement au cours des 25 dernières années. Alors, plus particulièrement, si on s'intéresse à ce dernier livre, Basculement, pourquoi est-ce que vous l'avez écrit? Quelle est un peu la genèse de ce livre? Qu'est-ce que vous souhaitiez raconter ou en tout cas aborder? Alors ce livre a été écrit un peu enfin, pendant le confinement de 2020 et puis en sortie des confinements, parce que j'essayais de réactualiser les réflexions que je viens d'évoquer sur d'autres mondes possibles, à partir une tentative pour comprendre un petit peu les tendances qui étaient en train d'apparaître, d'émerger ou de se renforcer à la faveur de la pandémie. Et puis en essayant aussi de contrecarrer les discours des uns qui nous promettaient un monde d'après magiquement transformé, ou les autres qui disaient ben non, tout va redevenir comme avant. Bon, je pense que les choses sont beaucoup plus compliquées, c'est ni l'un ni l'autre, et donc voilà, il y avait une volonté d'essayer de comprendre les tendances qui pouvaient se jouer et qui permettaient de penser que peut-être des possibles nouveaux étaient en train d'émerger à ce moment-là. Et puis dans le même temps, en fait, j'ai aussi voulu mener la critique, qui a déjà été aussi entreprise par d'autres auteurs, des thèses de la collapsologie, enfin, qui nous annonçaient donc une sorte d'effondrement inéluctable et imminent de notre civilisation thermo-industrielle. Et pour différentes raisons, bon, c'est pas le moment d'entrer dans ces considérations, mais pour différentes raisons, le fait que les analyses me semblaient largement biaisées, et puis surtout, de manière plus générale, toutes les thèses qui se fondent sur, disons, l'annonce d'un scénario unique et inéluctable me semblent extrêmement appauvrissante en fait, et aussi stérilisante du point de vue politique, alors que en réalité on voit qu'effectivement on est dans un monde de plus en plus instable, il y a des crises multiples qui se télescopent les unes les autres, qui se renforcent, il y a en effet une instabilité et une incertitude croissante. Il faudrait quand même rappeler que avant même le Covid, on a eu par exemple la crise l'émergence des Gilets jaunes, qui était un mouvement social d'une ampleur que personne n'attendait, des soulèvements aux quatre coins de la planète, depuis le Chili jusqu'à Hong Kong, en passant par le Soudan et beaucoup d'autres. Donc une espèce de... Et puis finalement, la pandémie de Covid, tout ça étant en quelques années, en très peu d'années, en fait, un nombre d'événements que personne n'avait vraiment anticipé, même si on pouvait... la question des pandémies est connue depuis longtemps, mais enfin, personne ne s'attendait à ce que ces événements-là arrivent à ces moments-là. Donc en effet, il y a une élévation du degré d'incertitude et d'imprévisibilité qui est assez frappante, et en partie nouvelle dans les années récentes, et ça n'est pas fini. Bon, pour l'instant, les choses semblent... et puis la guerre en Ukraine, et puis tout un ensemble de phénomènes. Donc le monde se transforme à une vitesse beaucoup plus rapide que ce qu'on peut penser. Donc en effet, et d'ailleurs, il y a plein de rapports, les rapports de Davos de cette année, le rapport de la Deutsche Bank en 2020 qui parle de l'âge des désordres. Donc les acteurs systémiques sont eux-mêmes très conscients du fait qu'on est dans une phase beaucoup plus difficile et d'incertitude croissante. Et donc moi, j'essaye de traduire ça à travers cette notion de basculement, c'est-à-dire qu'en effet, il y a des mouvements de grande ampleur qui sont en train de se produire. On ne sait pas dans quelle direction ça va. Ça peut aller dans des directions très différentes les unes des autres. Donc il faut essayer de comprendre les tendances qui sont à l'œuvre, mais il n'y a aucun scénario unique et prédéterminé. Il y a des possibilités de basculement multiples, mais tout ça dépend de très nombreux facteurs, et en premier lieu de ce que nous-mêmes faisons ou ne faisons pas pour essayer d'orienter les choses dans une direction ou une autre. Donc la notion de basculement, par opposition à celle d'effondrement, me semble pluraliser les scénarios et me semble à même de donner plus de place à l'action des différents acteurs du monde actuel, et à commencer par nous-mêmes, même si on n'est pas forcément les plus puissants, en tout cas pour l'instant, mais en tout cas ça redonne une place croissante à l'action de nous toutes et de nous tous. Moi, j'ai trouvé que c'était un livre très courageux, puisque, à la différence de beaucoup de livres sur le sujet, vous sortez en fait de l'analyse uniquement.
pour proposer en fait, on va dire des réponses ou, ou des voies de basculement des scénarios comme vous le dites, et donner un petit peu de grain à moudre à la pensée de comment est-ce qu'on pourrait déjà imaginer d'autres possibles, qu'est-ce qu'il serait, sans rentrer forcément dans trop de détails, mais en donnant suffisamment quand même de matière pour réussir à le penser. Et puis vous abordez aussi la question de comment est-ce que ça se passe en fait de ce basculement. Et c'est en ça que je trouve qui est assez, enfin ces basculements, pardon, que c'est assez courageux, parce que c'est une question qui est très épineuse, hein, qui est toujours de se dire ah oui, très bien, on sait par exemple qu'on voudrait aller vers telle ou telle alternative, très bien, mais en vrai, en partant du monde actuel, comment est-ce que ça se passe? Et ça, c'est quelque chose de toujours très très délicat, je trouve, à aborder. Et vous le faites avec, j'ai trouvé personnellement beaucoup de brio. En tout cas, j'ai trouvé ça très très passionnant. Avant de rentrer un petit peu dans ces questions-là, et parce que le thème de cette saison, là, sur Osée, c'est vraiment la déconstruction des mythes et croyances du capitalisme néolibéral, j'ai déjà une première question à vous poser, peut-être pour poser les bases, et puis un peu pour que les lectrices et les lecteurs, les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent soient un petit peu sur les mêmes bases que nous. Pourquoi est-ce qu'il faudrait sortir du système capitaliste? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce système? Mmh. Alors, les raisons sont vraiment multiples et très nombreuses. Alors on peut essayer de faire un petit panorama des critiques des différents types de critiques du capitalisme qui ont pu exister. Alors, historiquement, depuis le 19e siècle, on pourrait dire que c'est la critique de l'exploitation qui a été mise en avant, et aussi très concrètement, en fait, des inégalités sociales qui s'accroissent. Et depuis les décennies des politiques néolibérales, on voit que ces inégalités sociales, à la fois dans chaque pays et entre les pays, n'ont cessé d'augmenter. Hein. Les inégalités sociales ont bondi, il y a de très nombreuses études là-dessus, je pense que la démonstration en a été faite, et tout le monde le perçoit de manière assez évidente. En tout cas, les données, les études sont à disposition de tout le monde si quelqu'un avait un doute. Donc ça, c'est un premier facteur de critique du capitalisme. Il y en a une deuxième qui est une critique qui est centrée en fait sur l'aliénation qui est produite par le capitalisme. Et là, c'est l'aliénation, on peut entendre par là le fait qu'on a des modes de vie de plus en plus appauvris, avec un sentiment de perte de sens, avec des existences qui semblent dominées par des exigences purement matérielles, qui sont celles de l'accumulation de l'argent, des biens matériels, qui sont les signes extérieurs de réussite sociale. Voilà, donc tout ça, des existences qui sont centrées donc sur la réussite professionnelle, sur le travail, et on voit que on en parle aussi beaucoup dans le cadre du mouvement actuel contre la réforme des retraites. Hein, le rapport au travail est en train de changer, et puis tous ceux qui s'engagent dans une démarche de bifurcation le savent mieux que quiconque. Donc tout ça est très important. Mais ces différentes critiques sont toujours parfaitement légitimes et importantes. Mais il y en a une autre, évidemment, qui vient au premier plan depuis quelques décennies, c'est la critique de la destruction, de la dévastation de l'environnement, des milieux naturels, des écosystèmes, et finalement la remise en cause de l'habitabilité de la planète, de l'habitabilité de la Terre. Et ce qui veut dire que il y a le réchauffement climatique dont les effets sont de plus en plus visibles et de plus en plus dramatiques, et ça ne fait que commencer, ça va s'accentuer, tout le monde le sait, au cours des prochaines années et des prochaines décennies, donc ça sera sans cesse plus dramatique, alors que déjà ça nous semble quasiment insupportable. Les effets de l'effondrement de la biodiversité qui sont absolument considérables et qui remettent en cause des phénomènes aussi fondamentaux à toute existence, soit animale, soit humaine, à savoir la pollinisation par exemple. Donc ces conséquences-là, qui sont les conséquences du productivisme capitaliste, sont absolument dramatiques. Et effectivement, on en est arrivé à se rendre compte que ce système, le système économique, avec l'ampleur et l'obligation de croissance qui est la sienne, aboutit à ces conséquences absolument dramatiques, de remise en cause de l'habitabilité de la Terre. Il me semble que c'est une notion très importante, c'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir si la Terre va continuer à être habitable par un ensemble d'espèces
vivantes, végétales, animales, mais qui effectivement disparaissent ou voient leurs habitats disparaître, et donc leur capacité à vivre sur Terre se réduire énormément, et l'habitabilité de la planète pour l'espèce humaine est potentiellement remise en cause. Alors on n'y est pas encore, il n'y a pas le risque d'extinction de l'espèce humaine n'est pas à nos portes pour l'année prochaine, mais c'est une perspective qui n'est pas il y a un risque existentiel, y compris pour l'espèce humaine, et ça, c'est la conséquence d'un système hyper productiviste. Parce qu'effectivement, on peut considérer que la cause de cette situation, du désastre écologique dont je viens de parler, avec les pandémies encore, comme celle du Covid, qui sont aussi une conséquence de l'altération des écosystèmes, ou de l'hyperproductivisme dans le domaine agro-industriel, par exemple. Donc tout ça est une conséquence de cette obligation de croissance, d'un système économique qu'on appelle le capitalisme, qui est fondé sur une obligation de croissance, une obligation d'accumulation, et donc d'augmentation constante de la production. Et bon, le culte de la croissance en est l'expression la plus évidente. Donc dans un système de croissance continue, à l'échelle historique, ça veut dire une croissance exponentielle. Et c'est bien ce qu'on constate depuis le 19e siècle, et surtout depuis la grande accélération postérieure à la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, très simplement, la courbe exponentielle elle-même des émissions de dioxyde de carbone et plus largement de gaz à effet de serre, eh bien, elle est strictement parallèle à cette croissance du système économique qu'on appelle le capitalisme. Donc, la conséquence est absolument limpide, c'est-à-dire que pour échapper à cette catastrophe écologique, la seule solution, la solution la plus radicale, c'est effectivement de sortir du système économique qui a créé cette situation, donc du capitalisme. Et c'est la seule solution radicale au sens où elle prend les choses à la racine, c'est-à-dire qu'elle envisage d'éliminer la cause même de cette situation dramatique dans laquelle nous trouvons sur le plan climatique et écologique. Alors ça, c'est effectivement, je pense, un super rappel très, très clair des problématiques induites par le fonctionnement même du système capitaliste et donc de cette quête d'accumulation infinie, en fait. Mais très souvent, une fois qu'on a dit ça, beaucoup de gens s'accordent, en fait, sur cette critique, sur cette analyse. Mais en tout cas, autour de moi, dans les organisations, dans les entreprises, même dans certains mouvements citoyens, la plupart des personnes avec qui je peux échanger se disent oui, très bien, mais on peut réformer ce système. Voilà, c'est pourquoi est-ce que vouloir sortir d'un système qui a quand même apporté beaucoup de bonnes choses finalement, une amélioration du confort, des biens matériels, la possibilité de se soigner, l'arrivée des vaccins, etc. Et pourquoi vouloir en sortir alors qu'on pourrait très bien en fait corriger les problématiques marginales, quelque part, ou les externalités négatives de ce système sur les inégalités sociales, sur la destruction du vivant. Alors, effectivement, la question est très importante. Alors, que ces conséquences négatives soient marginales, là, déjà, on peut quand même se poser la question, parce que quand même mettre en cause l'habitabilité de la Terre, c'est-à-dire la possibilité de survie pour des espèces, un nombre considérable d'espèces animales ou végétales, et pour l'espèce humaine elle-même, donc c'est-à-dire altérer les conditions matérielles, écologiques de vie de notre espèce et de beaucoup d'autres espèces avec lesquelles d'ailleurs nous sommes étroitement liés. Mais ça, c'est quelque chose qui s'est jamais produit dans l'histoire de la planète et de l'humanité. Donc on dit que c'est la crise la plus grave que l'humanité ait jamais rencontrée, et c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, les conséquences de ce système alors effectivement, il ne s'agit pas de nier qu'il y a eu des progrès dans le domaine de la médecine, dans plein d'aspects, ça c'est évident, mais au prix de quoi? Au prix parce que c'était pris dans cette logique productiviste, d'injonction de croissance pour la croissance, parce que c'est ça aussi qu'on constate dans le système capitaliste, et qui aboutit à ce résultat absolument dramatique. Le changement climatique, en lui-même, c'est la crise la plus grave à laquelle l'humanité ait jamais été confrontée. Donc c'est des conséquences quand même gravissimes. Donc ça oblige quand même à se poser la question des effets du capitalisme, et
le bilan est quand même très très sombre. Alors, oui, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas réformer et éviter ces conséquences négatives? Alors, oui, il faut peut-être aller au-delà d'un discours qui sera un discours très militant et à mon avis un peu caricatural, de dire le capitalisme a produit ces catastrophes-là, donc c'est lui qui les a produits, donc on ne peut pas attendre de quelqu'un, de celui qui a créé des problèmes, qu'il les résolve lui-même. Bon, je pense que c'est quand même effectivement un peu plus compliqué que ça. Alors on pourrait discuter aussi des politiques keynésiennes, de réduction des inégalités, mais là on voit aussi que toutes les politiques néolibérales, pour des raisons structurelles, sont allées en direction inverse, et on voit mal qu'on puisse inverser la tendance. Les conditions objectives ne sont pas là, ne permettent pas d'aller en sens inverse. Mais je vais m'en tenir à cette question du problème écologique et climatique. Transition énergétique. Alors effectivement, un discours anticapitaliste un peu rigide dirait bon, voilà, encore une fois, le capitalisme a créé ce problème-là et on ne peut pas compter sur lui pour le résoudre, d'autant plus qu'il a toujours été fondé historiquement depuis la fin du XVIIIe siècle sur les énergies fossiles, donc on ne voit pas qu'il puisse fonctionner sur d'autres bases. Je pense que c'est plus compliqué que ça et qu'en effet, on ne peut pas exclure que le capitalisme soit capable d'entamer et de mener à bien une véritable transition énergétique. Je ne dis pas transition écologique, on parle simplement de la substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables. C'est pas impossible, effectivement, et je pense qu'on peut, justement, si on raisonne en termes de basculement, effectivement, dans ces différentes possibilités au sein même du capitalisme, alors c'est pas forcément le basculement qui m'intéresse le plus, mais il faut quand même les prendre en compte. Il y a un capitalisme fossile qui se moque un peu des conséquences écologiques, il a été incarné par des gens comme Trump ou Bolsonaro, par exemple. Bon, on continue comme si de rien n'était, et on y va avec les grandes entreprises pétrolières qui continuent à dévaster, et à émettre du CO2 à n'en plus pouvoir, et bon, sans s'intéresser aux conséquences, et avec aussi la perspective de certains des milliardaires les plus fous qui dominent la planète, qui est de se dire on finira bien par aller sur Mars, s'installer sur Mars quand la planète aura implosé. Bon, donc ce capitalisme fossile, mais il y a aussi un capitalisme de la transition énergétique. C'est celui qui est incarné par les partisans du Green New Deal. Alors il y a beaucoup de greenwashing dans tout ça, mais il y a aussi effectivement la conscience chez certains acteurs du capitalisme que cette transition énergétique, elle est à la fois nécessaire, on ne peut pas y échapper, elle est indispensable, parce que il faut bien continuer à avoir un monde dans lequel on puisse habiter pour continuer à faire fonctionner l'économie, et puis aussi parce que, évidemment, c'est un secteur qui s'offre à l'investissement, qui est des investissements considérables, et donc c'est donc un secteur dans lequel le productivisme capitaliste peut se relancer et trouver de nouvelles occasions d'accumulation. Il y a une lutte en fait entre ces deux tendances, mais la possibilité d'une transition énergétique existe. Alors il y a aussi de nombreux obstacles, on ne va pas les détailler, mais ils sont assez facilement identifiables, et donc on ne sait pas ce qui va se passer. Sans doute que ces tendances à la transition énergétique, elles vont s'affirmer, elles sont déjà en train de s'affirmer, y compris dans certains secteurs industriels parmi les plus traditionnels, comme le secteur automobile, mais il y a tellement d'obstacles que cette transition énergétique, probablement, dans le cadre du système, elle va arriver, elle va advenir, mais certainement trop lentement, et donc en partie trop tard. Donc on sera encore sur des scénarios qui sont dramatiques sur le plan du changement climatique. Comme on sait, on est actuellement, c'est les agences de l'ONU qui le disent, on est sur une trajectoire de réchauffement climatique sur la base des engagements des États tels qu'ils sont actuellement, qui est de l'ordre de 2,7 degrés d'élévation du climat, ce qui est absolument dramatique. Là, on en est à 1,2 et on voit chaque année, chaque été, les conséquences absolument dramatiques. On sera en 2040 à 1,5 degré, ça c'est absolument quasiment inéluctable pour le coup, même si j'aime pas parler de phénomènes qui sont inéluctables. Donc déjà, à l'horizon 2040, c'est absolument dramatique, mais 2,7 degrés d'augmentation des températures moyennes à l'échelle de la planète, c'est déjà le chaos climatique à une échelle qu'on a du mal
à anticiper, sans parler des boucles de rétroaction, des points de bascule, etc. Donc cette transition énergétique telle qu'elle est engagée aujourd'hui, c'est quand même très largement insuffisant. Et puis de toute façon, même si on était un peu plus optimiste et qu'on se disait que progressivement les États, les acteurs économiques vont accentuer leur engagement en faveur de la transition énergétique, ça résoudrait peut-être en partie, ou ça atténuerait la gravité du problème climatique, mais ça laisserait en suspens de très très grands champs de problèmes qui sont majeurs. D'abord, on sait que la transition énergétique, ça consiste à remplacer la pression. Ça consiste à passer d'une énergie qui est fondée sur d'une économie qui est fondée sur les énergies fossiles à une économie qui est fondée sur les métaux, comme le lithium, le cobalt, les terres rares, etc. Et donc là, la pression, un système qui est toujours mu par cette pulsion de croissance continue et exponentielle, ça aboutit aussi à un extractivisme tout aussi féroce, à des pressions sur les ressources naturelles qui vont continuer à augmenter, les conflits qui en découlent, etc. etc. Et puis, c'est dans la logique capitaliste, la transition énergétique, c'est l'usage massif de l'énergie nucléaire, avec tous les risques que ça représente. C'est pas. Et puis toujours quand même ça sera une transition énergétique qui sera liée à toujours une exigence de croissance continue, quand même le primat des solutions technologiques, capture de carbone, etc., dont d'ailleurs on ne sait pas vraiment dans quelle mesure c'est vraiment réalisable, et donc des solutions hyper technologiques, en fait, pour contrecarrer une logique hyper productiviste et de croissance, dont en fait on ne sait pas la finalité. C'est-à-dire qu'au fond, il y a toujours un primat des logiques économiques. Il faut de la croissance parce qu'il faut entretenir le cycle d'accumulation et du capitalisme, de profit des entreprises, de croissance des recettes des États, etc., etc. Mais cette course à la quantité, en fait, du point de vue humain, on n'en voit pas la nécessité, en fait. Et surtout, on voit les conséquences négatives qu'elle engendre. Donc ces possibilités de réforme, oui, à la marge, mais on aura toujours les mêmes moteurs fondamentaux qui nous conduisent à des difficultés, des crises majeures, qui sont les crises écologiques principalement, mais aussi des crises sociales, des crises politiques, des crises humaines, des crises de la subjectivité. Et finalement, quel est le sens de tout ça ? Pourquoi continuer à faire tourner cette machine qui, quand même, est une machine folle qui crée des problèmes d'une ampleur qui n'ont jamais existé à l'échelle de l'humanité. Oui, puisque la quête d'accumulation, en fait, et le fait qu'elle soit liée, en fait, à la notion et l'importance de la propriété privée fait que, de toute manière, il y a toujours une accumulation aux mains d'une minorité qui en bénéficie particulièrement au détriment de tous les autres. Et c'est ce qu'on remarque. Tout à l'heure, vous mentionnez effectivement l'accroissement des inégalités depuis à peu près les années 60-70. Il y a des travaux de Piketty dans Le Capital au XXIe siècle qui a très très bien montré ça. Je pense que c'est maintenant assez clair de voir que les inégalités sont en forte augmentation, même dans les pays occidentaux, après une réduction qui est principalement due aux deux guerres mondiales du XXe siècle. Et les travaux de Walter Scheiden qui ont bien montré ça aussi sur une histoire des inégalités, et que fondamentalement, quand on cherche un petit peu la racine des problèmes à la fois sociaux et écologiques, cette notion d'accumulation et d'appropriation par une minorité est au cœur en fait du problème capitaliste. Donc, si l'on admet qu'on ne peut pas en fait changer le système capitaliste pour le rendre soutenable d'un point de vue humain comme d'un point de vue écologique, et qu'il faut en sortir, est-ce que c'est même suffisant en fait de sortir juste du capitalisme, ou est-ce qu'il n'y a pas des implications qui sont plus profondes pour rendre en fait notre société soutenable ? Alors, c'est une question très, très intéressante et importante. En disant cela, si on dit ça, en fait, ça donne l'impression que parler du capitalisme, et donc de sortir du capitalisme, laisserait de côté des choses importantes. Mais en fait, ça, à mon avis, une manière de répondre, il y en a peut-être d'autres, mais
une manière de répondre, ça consisterait à se poser la question, mais qu'est-ce qu'on entend au fond par capitalisme? Parce que beaucoup de gens parlent du capitalisme, voire disent qu'il faut mettre fin au capitalisme, mais de quoi parle-t-on en fait? Alors, il me semble que c'est important peut-être de dire que le capitalisme, c'est pas seulement un système économique, hein, qu'on pourrait réduire par exemple à certaines caractéristiques comme la propriété privée, que vous venez d'évoquer, la propriété privée des moyens de production, ou l'économie de marché, par exemple, par opposition à une économie plus étatisée, disons. Mais je pense que ça, c'est peut-être trop réducteur. Enfin, pour moi, le capitalisme, c'est vraiment, effectivement, c'est un système économique, bien entendu, c'est un mode d'organisation économique, mais qui en fait d'emblée a impliqué en fait toute une organisation sociale qui s'est articulée d'emblée à l'essor des États-nations, qui ont été aussi les agents de mise en place de ce système économique et social. Ça suppose des modes de subjectivation. Comment est-ce qu'on conçoit la vie humaine? C'est l'idée de l'individualisme qui est totalement imbriqué avec ce système. Le fait de penser que les personnes, les individus sont des agents économiques, hein, dans la science économique, on a une construction de ce que sont les agents économiques, donc les individus qui opèrent sur le marché, etc. Un rapport au monde, hein, avec la création de ce que Philippe Descola a appelé le naturalisme, c'est-à-dire une certaine idée de la nature, qui précisément la constitue comme quelque chose d'extérieur, qui va être réduite à des ressources naturelles justement qu'on peut utiliser au bénéfice de l'humanité, et oui, plus précisément aussi au bénéfice d'injonctions liées au mode de production. Donc en fait, si on met tout ça ensemble, moi je dirais que le capitalisme, finalement une civilisation. Hein, c'est un système civilisationnel qui, au demeurant, est extrêmement singulier, hein, qui tranche avec tout ce qui a existé auparavant dans l'histoire de l'humanité. Alors, est-ce qu'il se caractérise uniquement par la propriété privée des moyens de production, la recherche du profit par une minorité que vous avez évoquée? C'est effectivement quelque chose d'important qui se renforce de manière très nette dans les décennies néolibérales. Mais au fond, même si on avait un système capitaliste comme ça a été le cas, par exemple, dans les décennies d'après-guerre, avec un système plus keynésien, etc., qui visait une répartition un peu plus équilibrée, en développant ce qu'on appelait un État-providence avec des services publics, etc., donc des avantages pour une partie plus grande de la population. En fait, cette période-là, ça a quand même été aussi... Alors effectivement, c'est mieux pour une grande partie de la population, c'est évident. Et donc, quand on casse les services publics qui ont été construits dans cette période-là, à commencer par les retraites, puisqu'on en parle en ce moment, évidemment, c'est absolument insupportable pour une très grande majorité de la population, c'est évident, mais en même temps, cette période keynésienne de l'après-guerre, c'est aussi celle d'une expansion capitaliste absolument considérable, qui est le moment où, en fait, quand même, les émissions de dioxyde de carbone, de gaz à effet de serre, ont explosé. Et donc, les conséquences qu'on observe aujourd'hui, elles sont en grande partie les conséquences de cette phase de croissance considérable de l'après-guerre. Du coup, je pense que le capitalisme, c'est quelque chose de plus, et moi j'appellerais ça en fait le monde de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a le profit, il y a les inégalités, etc., etc., mais il y a en fait la mise en place d'un système qui est celui de l'économie. Et ça se produit, si on essaie de voir les choses de manière un peu historique, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est dans cette période-là qu'avec les physiocrates, Adam Smith, se crée l'économie comme domaine à part, à la fois dans le champ du savoir, c'est la science économique qui apparaît à ce moment-là, et donc la science économique, elle a pour vocation d'établir les lois propres de ce domaine, mais ça c'est tout à fait nouveau, on n'avait jamais pensé les choses de cette manière-là auparavant, il y avait d'autres, le mot économie existait, mais dans un sens complètement différent. Donc dans le champ du savoir, mais aussi dans le champ des pratiques, c'est ce que Karl Polanyi a appelé le désencastrement de l'économie, dont on peut dire qu'il se cristallise à cette période-là, à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle,
Et donc, on a cette sphère-là des activités productives et d'échange, de production et d'échange, elle se sépare du tissu de la vie sociale, de la vie humaine collective en général, pour précisément fonctionner selon ses propres règles. Et évidemment, le marché libre et supposément autorégulé qui se développe à ce moment-là est le moyen pour les acteurs de ce qu'on peut appeler désormais l'économie d'agir en fonction de leurs propres règles, de bénéficier de libertés nouvelles qu'elles n'avaient pas auparavant, puisqu'ils étaient soumis à des injonctions sociales, contrôle politique des États, des institutions, etc. Et puis c'est cette représentation aussi que finalement, ce monde-là, le monde de la production, il est régi par des acteurs, hein, des acteurs économiques qui agissent en fonction de la rationalité de leurs intérêts. Donc c'est l'homo economicus hein, qui est bien connu, mais tout ça se met en place à ce moment-là, et c'est en fait ce monde de l'économie qui permet de mettre en avant en fait toutes ces valeurs complètement nouvelles à ce moment-là, donc d'accorder en fait toutes ces libertés nouvelles aux activités productives et de production et d'échange donc. Et puis donc d'imaginer que cette sphère de l'économie en fait c'est aussi la sphère du quantitatif. Hein, on va évaluer en fonction des quantités de production, des quantités de la mesure des bénéfices, de la mesure des profits, de la mesure de l'accumulation, de la mesure de l'argent, des quantités de marchandises qu'on a pu accumuler, qu'on a pu vendre, etc. Donc en fait, le monde de l'économie, c'est le règne de la quantification. Tout doit se régler, et l'activité humaine, à partir du moment où elle est dominée par cette sphère de l'économie, eh bien, effectivement, elle va être dominée par des impératifs strictement quantitatifs. Qu'est-ce qui fait la richesse d'un pays? C'est son PIB. Il faut que le PIB augmente. S'il n'augmente pas, on a tout un tas de problèmes, ça ne va pas, etc., etc. Qu'est-ce qui fait la santé d'une entreprise? C'est son chiffre d'affaires et ses bénéfices. Aujourd'hui, combien de dividendes elle va verser à ses actionnaires? Donc c'est toujours combien. Qu'est-ce qui marque la réussite d'un individu dans ce système-là, dans ce monde de l'économie? C'est l'argent qu'il va accumuler, ce sont les biens matériels qui sont les signes extérieurs de sa réussite sociale, qui sont les marqueurs de sa valeur personnelle. Voilà, c'est le monde de la valeur, mais cette valeur, dans le monde de l'économie, elle est strictement quantitative. Et c'est ça en fait qui est la source fondamentale des problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure. Alors Du coup, juste je finis. Du coup, sortir de l'économie, sortir du capitalisme. En fait, c'est pas juste changer un système économique entendu dans un sens assez limité. Il faudrait moins d'économie de marché, plus de régulation, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Sortir du capitalisme, ça veut dire en fait sortir du monde de l'économie. Ça veut dire sortir de cette logique qui nous fait voir tout en termes économiques. Alors pas tout évidemment, parce qu'il y a des secteurs qui échappent à ça, mais quelles sont les valeurs dominantes, quelles sont les forces qui s'imposent de façon dominante dans le monde d'aujourd'hui? Ce sont ces logiques de l'économie qui sont des logiques fondamentalement et purement quantitatives. Oui, et puis on peut même regarder ça sur quelque chose qui nous parle dans notre vie presque quotidienne. Qu'est-ce qui fait le succès d'un film? C'est le nombre d'entrées au box-office, au cinéma. Qu'est-ce qui fait le succès d'un livre? C'est le nombre d'exemplaires qui ont été vendus, etc. Et c'est comme ça qu'on va juger, effectivement. C'est assez parlant de voir sous cet angle, en fait, ce côté quantitatif omniprésent dans nos vies. Et pourtant, une fois qu'on a dit ça et qu'on a élargi cette vision du capitalisme, je ne peux pas m'empêcher de penser que des civilisations antérieures, comme par exemple l'Empire romain, ne sont pas forcément plus soutenables ou plus souhaitables, en tout cas, comme mode de vie. À titre personnel, je n'ai aucune envie d'aller vivre à Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ. Hein. Je pense que c'était un enfer pour une personne lambda en termes de mode de vie. Et ça, c'était pas du capitalisme en fait. D'où aussi ma question de se dire est-ce qu'il y a pas d'autres choses à revoir en fait, encore plus profondément que le capitalisme, pour en fait arriver sur quelque chose qui soit vraiment souhaitable pour tous et tous, quelque chose de beaucoup plus égal en fait.
Bon, par ailleurs aussi, c'est certain que dire sortir du capitalisme, ça ne nous emmène pas nécessairement vers un monde meilleur. Donc il faut forcément essayer d'envisager une sortie du capitalisme qui soit une sortie orientée vers plus d'égalité, vers plus de démocratie, vers plus de la création d'un monde du commun, hein, un monde du bien vivre, etc. Bon, on va peut-être parler de ces choses-là dans un moment. Donc, mais tout ça, effectivement, c'est une lutte. Il s'agit le fait de mettre fin au capitalisme, d'en sortir, qui me semble une condition nécessaire. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Effectivement, je vous rejoins, il faut examiner aussi les expériences antérieures de l'histoire humaine et refuser effectivement des sociétés d'oppression, des systèmes impériaux, parce que le cas de l'Empire romain, c'est un système impérial qui impose sa domination à de très nombreux peuples, dans un système esclavagiste, évidemment, qui est inacceptable. Donc évidemment que toutes ces formes d'oppression humaine antérieures au capitalisme sont évidemment à critiquer aussi. Que dire là-dessus? Bon, disons qu'on est moins menacé par le risque que représente la répétition d'un empire romain que par les conséquences présentes et avérées du système dans lequel nous vivons, qui est effectivement le capitalisme. Mais encore une fois, il y a d'autres formes d'oppression qu'il faut garder à l'esprit et contre lesquelles, contre la reproduction desquelles il faut effectivement se prémunir. Non, je pense que c'est très clair en fait, hein, votre réponse. Si je me propose de synthétiser un peu, c'est de dire que bien évidemment, le capitalisme n'a pas inventé l'oppression, la domination et l'injustice, elle a existé avec le développement des premiers États, des empires, etc., peut-être même auparavant à travers d'autres types de sociétés. Mais ce qui n'empêche qu'en l'état actuel des choses, le système présent, nous devons le quitter. Et du coup, la question qui se pose, peut-être en réponse à ma question précédente, n'est pas tellement oui, mais est-ce que finalement, avant, il n'y avait pas des choses qui étaient moins bien, tout aussi délétères, mais plutôt le quitter pour aller où? En gardant en tête que, bien évidemment, on peut aussi répéter des schémas d'oppression, de domination, d'injustice, etc., en sortant du capitalisme. Et c'est donc toute la question, en fait, qui est le cœur de vos réflexions et de l'ouvrage Basculement, qui est vers quel autre modèle de société basculer et quelle forme, en fait, est-ce que ça pourrait prendre? Donc encore une fois, si sortir le capitalisme, c'est la société, c'est le monde de l'économie, hein, donc en sortir, c'est sortir des logiques de l'économie, c'est nous déséconomiciser. Hein, il faut apprendre à nous déséconomiciser. Alors on sent que chacun peut faire un peu ce travail sur lui-même, dans son rapport au travail, dans son rapport à la consommation, à l'argent, aux stéréotypes de la réussite professionnelle, etc. Dans le cas des bifurqueurs, c'est clairement ce qui est en jeu, donc c'est effectivement très, très important. Mais quel principe positif on pourrait essayer de mettre en avant? Moi, dans le livre, je propose de m'inspirer de la notion de bien vivre, ou de buen vivir, en espagnol, parce que c'est une notion qui a été forgée dans le cadre des luttes amérindiennes, en Amérique latine, au cours des dernières décennies. Mais bon, donc je dirais bien vivre, parce qu'il me semble, en traduisant l'expression, parce qu'il me semble que c'est une notion très importante et qui peut avoir une portée assez générale. Donc le bien vivre, c'est de dire, en fait, il n'y a pas de finalité plus importante de l'action collective, de l'organisation collective, de l'organisation sociale, si on veut, que celle d'assurer le bien vivre, c'est-à-dire une vie bonne, c'est-à-dire pour chacun et chacune, une vie qui est conforme à l'exigence que chacun et chacune se fait de sa propre dignité, de ce que c'est qu'une vie digne, dans laquelle on est respecté, dans laquelle on bénéficie de ce qui est indispensable pour la subsistance, mais aussi des conditions minimales d'épanouissement de tout un chacun. Voilà, il n'y a pas d'autre objectif plus manifeste si on se place non pas dans une logique économique, mais du point de vue des êtres humains eux-mêmes.
Et ce bien vivre, ça me semble intéressant parce que c'est pas le toujours plus de la croissance illimitée capitaliste, c'est juste bien vivre, suffisance matérielle et des conditions collectives qui permettent, disons, l'épanouissement des capacités que chacun ou chacune peut avoir en lui-même. Donc cette suffisance matérielle, elle peut tout à fait être associée. Donc là, on entre dans des thèmes qui sont habituellement associés à l'idée de la décroissance, etc. Est-ce que c'est forcément... Moi, je dirais que bien vivre, c'est plus riche que décroissance. Alors effectivement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, à la critique du productivisme capitaliste, on voit bien qu'il faut plutôt éliminer un certain nombre de choses plutôt que de croître toujours simplement parce qu'il faut croître pour croître. Finalement, on ne sait même plus pourquoi. Sinon, pour assurer des bons chiffres pour les entreprises et au niveau du PIB de chaque État. Mais simplement, donc le bien vivre, c'est ni toujours plus, ni forcément moins, c'est juste le qualitatif, en fait, hein, d'une existence qui peut associer donc une suffisance sur le plan matériel. Il faut avoir ce qui est nécessaire pour vivre correctement, pour avoir de quoi se nourrir, se loger, se vêtir, etc. Et puis tout ça peut être associé en fait à des conditions de vie qui permettent un épanouissement plus important. Avoir le temps de vivre, avoir le temps de s'organiser, de participer à des activités collectives, d'être en train d'interaction avec autrui, avoir des liens avec ses voisins, avec les gens de son quartier, construire des choses ensemble, avoir le temps aussi de regarder les milieux naturels qui sont dans lesquels nous vivons, etc. Et donc une vie finalement en plénitude, hein, une vie qui retrouve du sens, et donc une vie en plénitude, une vie joyeuse, une vie créative. Et ça suppose ce bien vivre, donc c'est ça, c'est le qualitatif de la vie. Évidemment que ce bien vivre, il n'a de sens que si il est partagé par toutes et tous, et aussi dans une égalité entre hommes et femmes. Et il n'est possible que si il se déploie en respectant l'habitabilité de la Terre, sans laquelle, de toute manière, à terme, il n'y a aucune vie possible, et en particulier, il n'y a aucune vie bonne qui soit possible. Et donc, du coup, si on le voit dans ces termes-là, le bien vivre, c'est une expression qui me semble extrêmement forte, parce que c'est exactement l'inverse de ce règne de la quantité que j'ai mis au centre du monde de l'économie, du monde capitaliste. Et donc, bien vivre, c'est ça, c'est juste la qualité de vivre. Et il n'y a pas de... Donc toute organisation, si on se pose la question de quel monde construire, quelle organisation collective et productive mettre en place, il faut déjà savoir sur quelle base, quel est l'objectif. Le seul objectif qui me semble avoir un sens et une pertinence, c'est celui d'assurer ce qualitatif de la vie qu'on peut exprimer par cette notion de bien vivre. Et Jérôme, je vous interromps parce que, alors, je trouve ça me parle beaucoup à titre personnel. Je trouve ce concept très fort. Mais comment est-ce que on pourrait apprendre peut-être en fait de ces différentes luttes amérindiennes sur la mise en place du bien vivre au cœur des systèmes? Je vous dis ça pourquoi? Parce que pareil, si je parle à des copains, des copines autour de moi, ils peuvent me dire, moi, le bien vivre, c'est avoir une Tesla, c'est avoir un iPhone 15, et c'est pouvoir aller à Miami pendant les vacances pour profiter du soleil quand il fait froid ici. C'est ça que je considère comme étant le bien vivre. Et voilà, face à ça, en fait, face à des aspirations qui sont évidemment destructrices pour le vivant, puisque posséder un iPhone, c'est destructeur, prendre l'avion pour aller à Miami, c'est destructeur, avoir une Tesla, c'est destructeur. Comment est-ce qu'on détermine, en fait, ce qui est de l'ordre du suffisant matériellement, du non destructeur, non délétère, et de ce niveau en fait de bien vivre? Comment est-ce qu'on s'accorde là-dessus, et comment on change nos imaginaires pour aller dans une telle perspective? Ouais. Alors, si on raisonne comme ça, effectivement, j'entends tout à fait cette objection, parce que bien vivre, si ça veut dire, chacun vit comme il l'entend, et chacun fait tout ce qu'il a envie de faire, et donc consommer, partir à Miami, avoir une Tesla, etc., etc. Là, c'est le bien vivre dans un sens hyper individualiste, qui est le bien vivre, c'est ce que moi, je décide qui est bon pour moi.
pour moi tout seul. Et là, le problème, c'est que on reste dans une logique qui est celle que le monde de l'économie capitaliste a mis en place, avec cette logique individualiste. Sauf que si on commence à réfléchir au fait que d'abord, ça, c'est forcément inégalitaire, parce que clairement, tout le monde n'a pas accès à ça. Et deuxièmement, et a fortiori si c'était égalitaire, c'est complètement insoutenable du point de vue du respect des écosystèmes et de l'habitabilité de la Terre. Donc, c'est effectivement, on peut dire ça, moi je veux ça maintenant pour moi, mais si on réfléchit au fait que cela multiplié par des millions de personnes, voire des milliards, ça détruit les conditions mêmes qui rendent ça possible. Alors effectivement, on peut se dire, bon, après moi le déluge, et moi je fais ce que je veux, et puis on verra bien après, et puis on partira tous, en tout cas les quelques personnes qui auront les moyens, on partira sur Mars, et puis voilà. Mais bon, effectivement, les gens peuvent raisonner comme ça, et c'est leur droit de raisonner comme ça, sauf que un minimum de réflexion amène à considérer qu'effectivement c'est pas soutenable. Et alors comment on pourrait changer ça? Alors évidemment que c'est extrêmement difficile, c'est pas impossible, puisqu'il y a des gens qui changent d'attitude, hein, qui bifurquent aussi par rapport à leur vie professionnelle, mais aussi leurs habitudes de consommation, parce qu'effectivement, ils prennent conscience. Mais qu'est-ce qui se passe dans le système capitaliste? C'est que ça repose sur en fait une dissociation complète entre la consommation et la production. Alors effectivement, il faut absolument que les deux soient complètement dissociés pour que ça fonctionne. Alors oui, moi je veux m'acheter une Tesla parce que la Tesla, j'ai vu des pubs magnifiques qui me font qui me font rêver qu'avec la Tesla, je vais quasiment traverser l'univers et que je vais être, etc., etc. Bon, qui sont d'ailleurs des arguments fallacieux, parce que on vend une voiture en vendant une image, une image du désir, enfin des affects qui sont mis en cause, qui n'ont rien à voir avec la voiture. Bon, ça c'est autre chose, c'est la critique de la publicité, c'est bien connu. Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est en fait de dire, précisément, on nous parle de tout un tas de choses, voilà, tout un discours en fait sur les merveilles de cette marchandise qui est rendue désirable. Ok, mais en fait, on ne sait absolument pas comment cette marchandise est produite, quel est son impact social, son impact environnemental. On ne sait rien. Oui. Et ça, il faudrait quand même travailler cette question, parce que si on se met à dire « Ah oui, moi j'ai envie de cette Tesla, ou j'ai envie de tel ou tel iPhone, etc. » Bon, alors, mais si ça devenait toujours quelque chose qui est mis toujours en contrepoids, oui, ce bien-là, il m'apparaît désirable, peut-être même pour des mauvaises raisons, mais même supposons que ce soit pour de bonnes raisons. Mais ok, mais qu'est-ce qu'il y a en contrepoids? Il y a le mode de travail des salariés de Foxconn, où on assemble les iPhones, où il y a eu des dizaines, voire des centaines de suicides, parce que les gens sont dans des conditions de travail quasiment carcérales, ou en tout cas intolérables. Ça, c'est les conséquences sociales, les conséquences écologiques. Bon, on en a déjà parlé, c'est relativement bien connu, mais sauf qu'on ne fait jamais ce lien. Donc, qu'est-ce qui permettrait, dans un monde qui ferait sortir de cette logique de l'économicisation et du capitalisme, il faudrait toujours mettre les deux en regard. Oui, ça serait utile d'avoir cette production-là, mais voilà, ça va entraîner telle conséquence. Il y a, pour la production, il faut extraire les minerais, il y a toutes les conséquences écologiques des mines, sur les populations des territoires où elles se trouvent, il y a les conséquences sur les émissions de gaz à effet de serre, il y a les différentes pollutions, la pollution des nappes phréatiques, voilà, dont on découvre aujourd'hui en France même qu'elle est absolument bien pire que ce qu'on avait cru jusqu'à présent, parce qu'on se met à mesurer les choses de manière plus précise, etc., etc. Les conséquences du transport de cette marchandise, de sa fabrication, les déchets qui sont produits, etc., etc. Donc tout ça, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre ça en regard? Alors, si les gens veulent continuer à être complètement irresponsables, ça, chacun fait ce qu'il veut, on ne peut pas l'empêcher. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire ce lien? Et si on pouvait mettre les deux en regard, je pense que l'attitude des gens serait complètement différente. Et c'est ce que vous proposez dans le livre en parlant de localisation. Je pense que c'est ou de relocalisation.
Je pense que Mhm. c'est quelque chose aussi qui est très très clair. C'est le fait qu'à partir du moment où ce n'est pas nos enfants ou des proches qu'on voit tous les jours qui sont en train de mourir à cause des eaux polluées au Bangladesh ou d'immeubles qui s'effondrent pour produire nos t-shirts H&M, Zara, etc., ou les iPhones, comme on Mhm. l'a dit, c'est effectivement très attristant quand on l'entend à la télévision, mais je pense que le switch dans le cerveau se fait très rapidement puisqu'on ne le vit pas au quotidien. Il y a quand même cette idée de vivre dans l'endroit, de voir très clairement de ses yeux, de sentir dans sa chair l'impact même de ces productions. Et effectivement, si c'est nos enfants qui travaillent dans la mine pour extraire certains métaux nécessaires à la production de l'iPhone, je ne suis pas sûr Voilà. qu'on ait envie de renouveler son iPhone tous les 6 mois. Mhm. Exactement. Et d'où en fait cette nécessaire relocalisation, mais qui impose aussi elle-même en fait de se limiter forcément par rapport à certaines productions, qui aussi nous fait être face à une certaine inégalité des territoires par rapport à différents avantages, ressources, on va dire, dont ils peuvent disposer, problématiques aussi. Typiquement, hein, si on regarde l'Asie du Sud-Est, avec le dérèglement climatique, ça ne va pas être les mêmes problèmes en termes de capacité à vivre qu'en Europe du Nord, par exemple. Du coup, comment est-ce qu'on pourrait réorganiser en fait ce bien vivre? Mhm. Alors, on peut partir de l'idée de la relocalisation. Bon, on en parle beaucoup et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à être convaincus. Et puis bon, même c'est devenu un thème qui est assumé par, y compris par les gouvernants qui ont compris qu'il fallait en partie relocaliser certaines productions stratégiques. Mais bon, ça va bien au-delà de ça. Donc, relocaliser, c'est à la fois relocaliser sur le plan productif et aussi peut-être sur le plan politique. Relocaliser sur le plan productif, parce que c'est une nécessité écologique. C'est absolument aberrant de transporter des marchandises de Chine en Europe, d'Europe en Chine, d'Argentine en Chine, etc., etc. Alors qu'on peut, parce que ça a des conséquences écologiques en termes de transport et d'émissions carbonées liées au transport, ou de toute manière de dépenses liées à l'organisation de transports intercontinentaux, qui sont absurdes si on peut produire ces mêmes biens localement, mais justement aussi parce que c'est le moyen de recréer ce lien entre production et consommation. Ce qu'on consomme, on sait comment c'est produit. Si on savait comment est produit ce qu'on consomme, si on savait tout ce que ça implique, ça serait autrement. Et si effectivement, plus on produit localement, plus on a des chances de voir, de savoir quel en est l'impact. Mais aussi de le contrôler. Parce que dans les quelques suggestions que j'essaye de formuler, en fait, il y a l'idée que si on est dans ce monde du bien vivre, euh, il faut discuter collectivement et démocratiquement de ce qu'il faut produire ou pas. Mhm. Euh, pour les productions qui ont une certaine importance. Après, chacun peut aussi produire un certain nombre de choses de son côté s'il en a envie. Mais bon, une bonne partie de la production devrait être discutée collectivement. Et c'est pas parce que des entreprises décident qu'elles vont produire telle chose ou telle autre, et puis ensuite essayer d'écouler leur production sur le marché, que on voit bien que c'est aussi de là que vient le problème. Donc il faudrait plutôt se dire, notre objectif c'est le bien vivre, qu'avons-nous besoin de produire pour assurer Mhm. la suffisance matérielle qui est la première condition du bien vivre. Ça, il faut le discuter, il faut en décider collectivement. Et ça, évidemment, c'est plus facile de le faire localement. Et là, du coup, effectivement, ce lien va se faire. C'est-à-dire, si chacun était impliqué dans les décisions productives, si on veut produire telle ou telle chose, il y a des conséquences écologiques, il va falloir se consacrer à du temps d'activité pour le produire, un effort d'organisation collective pour le faire. Donc, c'est un certain coût humain, cette production, et un coût écologique aussi, évidemment. Alors que ça, d'habitude, on s'en préoccupe absolument pas, puisque les deux sont totalement dissociés. Mais là, justement, on aurait vraiment cette mise en regard de l'avantage qu'on peut tirer d'une production, mais aussi de ce qu'elle implique en termes de charges collectives et de charges écologiques. Et ça, effectivement, c'est possible localement. Après, il y a aussi une dimension politique, parce que
relocaliser, c'est aussi rapprocher les espaces de discussion et de délibération et de décision collective des lieux de vie. Et donc, c'est plus facile de créer une organisation réellement démocratique à une échelle locale, par exemple à l'échelle des communes, par exemple, où ça pourrait être un lieu où les citoyens pourraient se réapproprier la prise de décision. Parce que effectivement, ce qu'on sent quand même au cours des dernières années, c'est qu'il y a un sentiment de dépossession. Il y a une crise du système politique représentatif, hein, c'est évident, et donc les gens se sentent dépossédés et même quand ils votent, soit ils votent plus, et soit quand ils votent, ils se rendent compte que de toute manière, c'est pas les politiques pour lesquelles ils ont voté qui sont mises en place la plupart du temps. Donc il y a une dépossession en fait de la capacité de chacun de participer aux décisions démocratiques. Et donc la relocalisation peut être le moyen de ça. Alors, donc c'est absolument indispensable. Il faut repartir en fait des lieux de vie et aussi des milieux de vie pour aussi avoir davantage conscience de ces interactions entre les humains et la partie non humaine des milieux de vie qui sont absolument indispensables à toute existence. Mais, alors c'était un autre aspect de votre question, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que tout soit relocalisé ? Effectivement, sans doute que non. Hein. Donc relocaliser de manière massive, tout ce qui peut être relocalisé devrait l'être. Donc là, on change d'échelle, hein. On n'est plus sur effectivement des logiques de globalisation, de transnationalisation, comme celles qui se sont accentuées au cours des dernières décennies. Beaucoup plus de local, hein, à un niveau, par exemple, encore une fois, au niveau des communes, de régions, de biorégions par exemple. Hein, le biorégionalisme, c'est une tendance importante dans les années récentes, ou les décennies récentes, mais pas forcément que le local. Pour deux raisons, parce que d'abord, avec le local, il y a aussi un risque. Il y a un risque d'enfermement dans des espaces trop étroits, c'est ce que j'appelle le localisme. Hein. On peut valoriser l'idée du local, mais il faut essayer d'échapper au localisme, qui serait en fait l'enfermement dans des lieux exclusifs. Et là, le risque aussi, c'est en fait de dériver vers des conceptions qui seraient d'une fermeture identitaire. En fait, à partir du moment où on considérait que le lieu où on vit, c'est celui où on est enraciné, c'est le seul lieu positif et tout ce qui est autour est mauvais ou dangereux, etc., et qu'il faut s'en préserver. Donc là, on rentrerait en fait assez facilement dans des logiques très conservatrices, voire d'extrême droite ou néofascistes, etc., qui sont centrées en fait sur justement une exaltation du lieu propre, mais dans cette logique très, très identitaire et très excluante. Donc ça, évidemment, c'est absolument pas souhaitable. D'ailleurs, c'est un des facteurs aussi qui pourrait, dans un monde post-capitaliste, donner lieu, si on s'oriente dans des mauvaises directions, à davantage de conflits, d'affrontements, et qui sont évidemment pas du tout souhaitables, d'injustice aussi, puisque comme vous l'avez dit, il y a certaines régions qui sont plus favorisées, qui ont plus de ressources, et d'autres qui en ont moins. Donc il faut aussi chercher en fait une association supralocale entre ces entités qui pourraient avoir récupéré en fait le premier niveau de l'organisation collective, mais qui ont tout intérêt en fait à s'associer, à se fédérer, et puis aussi parce que il y a une part de la production qui ne peut pas être relocalisée, production minière qui sera peut-être malgré tout encore nécessaire à une échelle évidemment beaucoup plus réduite par rapport à aujourd'hui, production métallurgique, etc., dans une optique qui ne serait pas d'hyper-technicisme, mais par exemple dans une logique qui serait celle des low-tech, donc qui permet quand même de produire un certain nombre de machines, d'outils, d'ordinateurs, etc., mais dans une logique qui est très très loin de la logique hyper-techniciste qui prédomine aujourd'hui. Donc pour tout ça, on a besoin effectivement de s'organiser supralocalement. Donc l'idée de la relocalisation n'exclut pas du tout, à mon sens, le fait de maintenir aussi des formes d'organisation supralocale. Et puis enfin, il y a un autre élément, c'est que puisqu'on se préoccupe de l'habitabilité de la Terre, de la préservation de l'habitabilité de la Terre, il y a aussi des communs qui là pour le coup sont d'emblée à l'échelle planétaire, hein, c'est les océans, les grandes forêts notamment tropicales, les glaces polaires, l'atmosphère de manière générale. Ça c'est
ce qu'on peut appeler un commun. Ce sont des communs planétaires. Ce sont des biens communs dont il faut s'occuper, qu'il faut continuer à connaître de mieux en mieux et avoir le souci de les préserver. Et ça ne peut se faire aussi que par une coordination qui est nécessairement à une échelle planétaire. Donc oui, relocalisation, mais surtout pas de localisme. Et essayons d'associer en fait cette réorganisation que moi j'appellerais communale, hein, donc qui part du local et qui fait vraiment tout ce qu'il est possible de faire à l'échelle locale, mais qui soit associé à des échelles supralocales et surtout à cette conscience en fait d'une communauté planétaire. Je pense que ça c'est aussi une dimension qui est très importante et qui nous préserve aussi des affrontements, des identitarismes néofascistes et bon, de beaucoup de choses qui pourraient aussi être des déviations tout à fait perverses dans notre tentative de sortie du monde de l'économie. Voilà, encore une fois, personnellement, moi, ça me fait rêver, hein, quand de cette idée de monde beaucoup plus locaux, de beaucoup plus de liens, de beaucoup plus de temps, de réflexion autour de qu'est-ce qui est suffisant, qu'est-ce qui est bien vivre, de beaucoup plus de démocratie directe, de décision, de participation citoyenne à ce qu'on décide de faire et pourquoi. Mais une fois qu'on arrive à se projeter en fait dans ces nouveaux univers, dans ce nouveau champ des possibles et qui nous donne envie, force est de constater qu'on a du mal à voir comment est-ce qu'on pourrait y parvenir. Notamment dans le monde actuel, où certains parlent déjà de troisième guerre mondiale, enfin, l'idée de démocratie, en tout cas pour la plupart des Occidentaux, c'est le modèle représentatif. C'est la démocratie directe, le fait d'avoir des conventions citoyennes, par exemple, est quand même très très loin de l'imaginaire qu'est la démocratie. Donc comment est-ce qu'on fait en fait? Comment est-ce qu'on fait pour faire basculer le système actuel? Avec quelle stratégie et en prenant en compte en fait toutes les pressions géopolitiques en fait de nos voisins et nos capacités à être réellement acteurs d'un changement global. Alors, évidemment que ça n'a rien de simple, hein. Tout ce que j'ai dit, j'ai bien conscience que ça ne va pas se faire comme ça en un claquement de doigts et en quelques jours, ni même en quelques années. Par ailleurs, effectivement, on est pris dans des tensions géopolitiques, dans des difficultés considérables. Là, il faut quand même préciser que cette transformation, cette sortie du capitalisme, elle ne peut pas se faire seulement à l'échelle d'un pays, de la France ou de n'importe quel autre pays. Il faut que ça soit un phénomène beaucoup plus large qui puisse compenser ou contrecarrer effectivement des tensions géopolitiques et le rôle hégémonique des grandes puissances, que ce soit les États-Unis ou bientôt la Chine. Donc ça, évidemment, c'est des difficultés. Mais ce qu'on voit, alors, premier élément, c'est que quand même, ce système, il nous donne l'impression de la toute-puissance, mais on voit bien qu'il est quand même confronté à des difficultés majeures. Donc encore une fois, tous les rapports systémiques parlent de polycrise pour le rapport récent de Davos, d'âge des désordres, donc de tensions croissantes, et de mouvements d'insubordination aussi croissants, sous la forme de soulèvements, la conscience de la prise de conscience des inégalités croissantes au sein de ce système a quand même énormément progressé au cours des dernières années ou des dernières décennies. La prise de conscience écologique également. Donc il y a des facteurs de délégitimation à la fois des systèmes politiques, du système capitaliste, du système économique au sens strict, et puis des modes de vie en fait qui sont imposés par ce système qui augmentent quand même fortement. Alors, en face, il y a aussi des politiques répressives, des politiques de contrôle qui se renforcent terriblement. Donc, c'est évident que les obstacles face à qui se dressent devant cette transformation ou ces possibles basculements post-capitalistes sont immenses. Hein. Je dirais que encore une fois, il y a plusieurs basculements possibles. Il y a des basculements au sein du système capitaliste. Et il y en a un autre qui est en cours, c'est effectivement la déviation vers une hégémonie planétaire chinoise, qui est pas forcément très rassurante, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc le scénario du basculement post-capitaliste, c'est loin d'être le plus probable. Ça, je l'accorde très volontiers, c'est même le plus improbable de tous. Bon, sauf qu'il se trouve qu'il y a quand même quelques raisons de penser qu'il est plus désirable que les autres,
qui pourrait nous sortir d'un certain nombre de catastrophes complètement dramatiques. Et donc, c'est là où il faut essayer de mettre nos efforts. Mais il n'y a aucune garantie de succès. Je ne suis pas en train de dire qu'on a une solution miracle. Ces possibilités-là sont minoritaires, mais voilà, il me semble personnellement, en tout cas, que c'est la seule option à laquelle il est intéressant de vouer de consacrer son énergie. Alors, plus concrètement, mais encore une fois, en insistant sur le fait que ce système qui nous paraît absolument tout-puissant, il a des difficultés internes qui sont absolument considérables. On pourrait en reparler, mais je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, je voudrais plutôt partir sur l'autre dimension de la question. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tout ce qui peut être fait pour commencer à se déséconomiciser, si on pense que c'est ça la ligne de clivage fondamentale. Parce qu'au fond, quel est le combat ? Le combat, c'est d'un côté, il y a les forces de l'économie, il y a le monde de l'économie, il y a le monde qui est dominé par les logiques économiques et qui écrase fondamentalement la possibilité de vivre sur Terre, parce qu'il détruit l'habitabilité de la Terre. Et de l'autre, il y a ceux qui se disent en fait, ça, c'est plus possible. Ce qu'il faut faire prévaloir, c'est précisément la préservation de l'habitabilité de la Terre qu'il faut sauver tant que c'est encore temps. Donc c'est ça la ligne de clivage fondamentale. Donc qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Il faut faire tout ce qu'il est possible pour avancer dans cette logique de déséconomisation. Je dirais qu'il y a quatre lignes possibles. La première, c'est ce que vous connaissez bien, c'est-à-dire bifurquer. Des choix individuels qui sont faits par ceux qu'on appelle les bifurqueurs. Je ne sais pas si l'expression peut être reprise telle quelle, mais enfin ceux qui ont choisi de bifurquer, c'est-à-dire ceux qui ont choisi de quitter des positions au demeurant socialement valorisées, ce qui est donc un choix extrêmement courageux, pour faire prévaloir en fait d'autres logiques. Donc ils les font sortir de cet idéal de la réussite professionnelle, du fait de se mettre au service des grandes entreprises qui sont celles qui créent la dévastation climatique et écologique. Et justement, ça c'est quand même très significatif. Alors évidemment, c'est des choix individuels et qui restent encore minoritaires, mais c'est quelque chose qui est quand même relativement nouveau, qui en tout cas a pris une ampleur nouvelle au cours des dernières années, et donc ça marque un point de fragilité, ça marque qu'il y a une délégitimation de cette logique de l'économie qui est en train de s'amorcer. Alors évidemment, il faut souhaiter qu'elle s'amplifie le plus possible. Donc toutes les démarches qui vont dans ce sens-là, des tentatives pour relier en fait des gens qui sont dans cette dynamique de bifurcation, et peut-être que le podcast que vous faites, le podcast, c'est une manière aussi de relier des gens qui sont dans cette perspective-là. Donc ça c'est très important, à la fois en soi et comme symptôme en fait d'une fragilité du système. Et puis après, il y a essayer de passer à une démarche plus collective. En tout cas, il y a aussi une démarche plus collective qui est en fait le fait de se dire il faut essayer de créer des lieux où on commence à expérimenter d'autres formes de vie. Moi, j'appelle ça des espaces libérés. C'est des lieux comme les ZAD, par exemple, ou d'autres espaces occupés, des lieux où on résiste à un grand projet destructeur, ici contre un aéroport, là contre un centre commercial, comme dans le triangle de Gonesse au nord de Paris, ou contre une autoroute, etc., etc. Et puis là, on commence à s'organiser collectivement, et puis dans certains lieux, on commence aussi à expérimenter une autre manière de s'organiser, peut-être de commencer à produire des jardins, des espaces horticoles qui sont récupérés, donc une vie collective qui commence à s'organiser sur des principes qui sont complètement différents. Donc tous ces espaces-là sont des manières de commencer à mettre en œuvre des manières de vivre collectivement qui ne sont pas régies par les logiques de l'économie, mais par des logiques du commun, du faire en commun, de la mise en commun, et puis finalement du bien vivre en quelque sorte, parce que là l'objectif c'est de s'organiser collectivement pour vivre selon une manière qui qualitativement nous paraît pertinente. Donc ça, toutes ces expériences-là, alors j'ai parlé de ZAD, j'ai parlé d'espaces occupés, mais ça peut être aussi simplement des espaces associatifs, des formes de coopératives qui essayent de créer, il y en a eu pas mal qui se sont montés pendant la crise du Covid, faire prévaloir des liens d'entraide. On va s'organiser collectivement pour des questions alimentaires, pour des questions d'entraide de services, etc., etc.
Donc il y a beaucoup des centaines, voire des milliers d'expériences de cette nature qui sont en train de se multiplier un peu partout, des gens qui quittent les villes, qui s'installent. Bon, c'est des néo-ruraux, ça existe depuis les années 70, c'est pas nouveau, mais il y a des éléments nouveaux dans le fait de se concentrer dans certaines régions pour avoir tout un maillage en fait de personnes qui ont des différentes activités productives, etc. Et puis qui s'organisent aussi politiquement pour commencer à créer un autre monde, commencer à créer ce monde qui s'emploie à sortir de l'économie. Donc tout ça, c'est des pratiques qui peuvent être menées à bien dès maintenant. Hein. J'ai dit qu'il y avait 4 éléments. Alors le troisième, ça serait en fait des pratiques de blocage. Hein. Effectivement, dès qu'il y a des projets, des grands projets destructeurs, bah, il faut essayer de s'y opposer parce que ces projets-là, c'est la destruction de l'habitabilité de la Terre, des écosystèmes, des milieux de vie qui est en marche. Donc, si on veut préserver encore des chances de pouvoir vivre autrement, bah, il faut, partout où c'est possible, s'opposer à ces projets qui sont concrètement la manifestation de l'avancée de ce monde de l'économie. Donc j'ai cité des exemples tout à l'heure, il y en a beaucoup. Je peux en citer un de plus, c'est actuellement le mouvement des soulèvements de la Terre, hein, qui a des actions un peu partout au niveau national, mais qui lutte en particulier contre les projets de méga-bassines hein, dans l'ouest de la France, donc qui sont en fait des systèmes complètement absurdes de pompage des nappes phréatiques pour faire des méga-réserves d'eau pour permettre à quelques exploitants qui sont complètement pris dans les logiques agro-industrielles de culture intensive de maïs en particulier, mais qui correspondent à un modèle, là encore, c'est le modèle intensif, productiviste, appliqué au secteur agricole, et bon, qui produit tout un tas de catastrophes et qui finit par qui touche lui-même à ses limites en fait d'essor, puisque les hausses des rendements même maintenant deviennent quasiment infimes et se retournent même tendanciellement en baisse des rendements. Et puis là surtout, c'est une surexploitation des ressources en eau qui, dans le contexte du réchauffement climatique, paraît totalement absurde. Donc là, il y a des mouvements à l'échelle nationale qui se mettent en place pour empêcher, pour faire prendre conscience que là, on continue à faire fonctionner cette machine hyper productiviste au détriment d'évidences, de nécessités évidentes qui sont celles d'une gestion qui serait différente des ressources en eau. Et ben là, il faut s'opposer à l'avancée de ces méga-bassines. Bon, et là, il faut faire ça à peu près partout. Ça, c'est vraiment une tâche importante qui mérite qu'on y consacre davantage d'énergie. Et ça, on peut tous, chacune, on peut essayer de participer davantage à ces mobilisations qui sont un point d'affrontement direct avec le monde de l'économie. Et puis, dernier élément, comme je disais tout à l'heure qu'à mon sens, il y a des tensions de plus en plus grandes qui sont à l'œuvre dans le monde actuel, et on a vu des soulèvements importants dans les années récentes, il faut aussi penser que dans les années qui viennent, il va y avoir des mobilisations, des formes d'insurbanisation de plus en plus grandes, en particulier sur la question climatique, mais sur d'autres questions aussi. Et donc, il faut se préparer à ces mouvements de plus en plus massifs, et il faut se préparer à y participer en essayant d'en faire aussi un levier justement de ces basculements dont on espère qu'ils puissent aller dans le sens d'une sortie du capitalisme, et en tout cas d'une progressive déséconomisation du monde, parce que c'est aussi ça le moyen de ne pas se mettre tout de suite sortir du capitalisme, ça paraît tellement lointain qu'on se dit c'est impossible. Mais si on pense ça en termes de processus, le processus c'est travailler à se déséconomiciser, à déséconomiciser le monde, donc à la fois bloquer l'avancée de ce monde, et puis faire avancer petit à petit d'autres manières de vivre, de s'organiser, à la fois d'être, même de manière individuelle, et puis aussi de s'organiser collectivement. Ça, on peut le faire. Et en fait, ce que vous dites, ça pose tout de suite la question de l'insurrection, de la violence et de la violence légitime. Dans le sens où aller faire des blocages ou aller contrecarrer, par exemple, des projets destructeurs, comme par exemple le pipeline EACOP de Total en Afrique,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce qu'on le détruit? Ça pose la question aussi de est-ce qu'on accepte encore des SUV neufs dans la rue? Qu'est-ce qu'on fait? On les dégonfle ou est-ce qu'on les brûle? Enfin, tout ça sont des questions qui sont quand même assez importantes parce que il y a d'un côté effectivement un mouvement de préservation de la vie ou une volonté de contrecarrer ces projets mortifères et de l'autre en fait un droit, des règles qui ne favorisent pas en fait ces préoccupations, qui sont la défense des intérêts privés, individuels et organisationnels de grandes entreprises qui ne légitiment pas en fait ces possibilités et qui ont la main mise sur la violence légale Mhm. du pouvoir et qui sont dans une capacité de répression sans commune mesure avec ces mouvements, on va dire, émergents ou alternatifs qui sont là déjà depuis parfois 50 ans, en fait. Euh, pour dire les choses clairement, à partir du moment où l'État se dit bah, moi je veux récupérer la ZAD de Notre-Dame-des-Landes parce que je considère que finalement c'est suffisamment important pour moi et que je pense pour X raisons politiques que je suis en capacité de le faire, bah, c'est fini. Enfin, voilà, j'envoie l'armée, les CRS, enfin, comme on l'a vu, hein, et puis c'est terminé. Et puis on montre aux chaînes d'infos finalement des manifestants suffisamment véhéments et violents pour bien faire passer la pilule auprès de l'opinion publique et dire que c'était véritablement légitime d'aller à l'encontre de ces éco-terroristes. Du coup, il y a quand même un point de blocage hyper fort, je trouve là, et un peu, enfin, histoire de Rubicon, quoi. Si je prends la métaphore, est-ce qu'on passe pas le Rubicon? Est-ce qu'on peut ne pas passer le Rubicon? Et comment est-ce qu'on arrive à tenir tête face à une telle puissance? Mhm. Oui, bien sûr, bah, c'est une lutte acharnée, encore une fois, entre le monde de l'économie et ceux qui se préoccupent d'une autre vie et de l'habitabilité de la Terre. Alors, je ne sais pas s'il faut tout de suite parler de l'insurrection, de la violence. Alors effectivement, dès qu'on pose ces questions, surtout dans les médias, c'est toujours assez la violence, la question de la violence. Alors dès que ça touche à la question de la violence, alors c'est répréhensible et c'est disqualifié, etc. Euh, tous les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, c'est pas forcément l'insurrection. Hein. Qu'il y ait des insurrections, je ne sais pas si on peut qualifier le mouvement des Gilets jaunes d'insurrection, pourquoi pas. Euh, mais tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément de l'ordre de l'insurrection. Euh, les gens qui se sont opposés au centre commercial du Triangle des Gonesse, ils n'ont pas commis des violences épouvantables, ils n'ont pas fait une insurrection. Je ne sais pas ce qu'on pourrait citer encore, des centres de loisirs aberrants, de forêts tropicales dans les Alpes, à Roibon, etc., bon, qui ont été aussi finalement annulés, etc. Bon, tout ça, c'est aussi quand même par une résistance qui est largement pacifique. Enfin, voilà. Euh, après, bon, éliminer des pompes dans les méga-bassines, par exemple, comme ça a été fait. D'ailleurs, certaines de ces méga-bassines étaient en fonctionnement alors qu'elles étaient illégales, qu'elles n'avaient pas reçu de permis et de validation légale. Ça me semble pas non plus. C'est pas un acte de violence absolument scandaleux. Enfin, arrêter quelque chose qui est destructeur de l'environnement, enfin, on ne blesse personne, et donc oui, éliminer un matériel, démanteler un matériel qui contribue à la dévastation de la planète, bah, ça me semble pas illégitime. Et je pense que de plus en plus de gens se disent que c'est peut-être, s'il n'y a pas d'autre moyen, c'est pas forcément illégitime. Hein. Il s'agit pas d'agresser physiquement ou de nuire physiquement à quiconque. Donc c'est pas, voilà, effectivement, comme vous dites, c'est des questions qui sont en train de se poser, sachant que, bah, en face, à la fois il y a un appareil répressif. Alors, il y a eu effectivement l'expulsion de la ZAD après l'abandon de l'aéroport, mais il faut quand même rappeler que la lutte de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a abouti à l'annulation du projet d'aéroport. Donc c'est quand même une victoire. Et dans cette victoire, il y a eu
le fait qu'en 2012, l'opération César d'expulsion de la ZAD, la première tentative d'expulsion, a échoué, parce qu'il y a eu une mobilisation extrêmement massive de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui a réussi à repousser l'offensive policière. Donc, une organisation collective massive, en l'occurrence à une échelle nationale, ça ne peut pas être seulement local, peut l'emporter. Et au-delà, ce qui est important, c'est qu'effectivement, pour une organisation, une convergence en fait de forces diverses qui a pu être assez efficace, a réussi à empêcher ce projet d'aéroport. Donc c'est quand même une victoire. Et je vous pose la question parce que tous les mouvements qu'on a en tête comme étant finalement ces alternatives vivantes, existantes aujourd'hui ou qui ont existé par le passé, je pense à la Commune de Paris par exemple, mais aux mouvements zapatistes au Chiapas, au Rojava par exemple aujourd'hui à l'heure actuelle, sont des mouvements qui sont nés dans l'insurrection armée voilà, c'était pas des mouvements pacifistes ou avec des gens qui ont demandé poliment aux personnes en place, excusez-nous, mais est-ce que vous pouvez retirer votre propriété privée pour qu'on y mette nos communs et qu'on discute démocratiquement de comment on a envie de vivre. Et ça tient aussi. Donc, qu'est-ce qui fait que ça tient? Quel est le rapport de force en fait que eux arrivent à imposer pour déjà avoir permis de sécuriser, de vivre autrement sur des terres qui sont quand même la propriété d'un État. Et deuxièmement, comment est-ce qu'ils arrivent à y rester en fait? Comment est-ce que c'est accepté? Pour parler des zapatistes, que je connais un peu plus que les autres expériences, oui, c'est clair, ça a été un soulèvement armé au début. Alors bon, c'est toute une histoire aussi, c'est les luttes paysannes, les luttes armées en Amérique centrale, en Amérique latine, en Amérique centrale en particulier. C'est aussi toute une époque, après la révolution cubaine, etc. Mais bon, qui s'est transformé finalement en quelque chose de tout à fait différent et qui a réussi à construire effectivement un exemple de ces espaces libérés avec une forme d'autogouvernement à l'échelle des communes et puis à l'échelle régionale. Donc c'est une traduction un peu concrète de ce que j'ai dit tout à l'heure de manière assez abstraite. En fait, tout ce que je disais tout à l'heure sur la relocalisation, les communes, l'association supralocale des communes, s'organiser pour décider ce qu'on produit. Dans leur cas, c'est une forme d'autogouvernement populaire avec une forme de justice qui est fondée sur les principes de la vie collective indienne, un système d'éducation, un système de santé. Ils ont créé leur propre système pour des questions aussi importantes que la santé et l'éducation, tout seul, sans l'aide de l'État. Au contraire, dans des situations difficiles, parce qu'ils sont plutôt agressés par l'État, par l'armée, par les paramilitaires, etc. Ils ont réussi à faire tout ça, donc à créer un exemple de cette autre organisation dont j'ai parlé à l'instant. Donc c'était très abstrait dans ce que j'ai dit, mais votre question me permet quand même de rappeler que ça existe aussi déjà, voilà, dans une région, donc au Chiapas et au sud du Mexique, mais c'est sur un territoire qui est assez ample, qui a l'ampleur d'une région comme la Belgique, d'un pays comme la Belgique, disons. Donc c'est pas du tout négligeable. Alors effectivement, on s'est tenu pour différentes raisons. Il y a le fait que c'est un soulèvement armé, donc ils se sont armés pour pouvoir se développer dans ces territoires, pour pouvoir aussi récupérer les terres qui étaient aux mains des grands propriétaires. C'est des dizaines de milliers d'hectares, et c'est la base en fait qui leur permet de construire cette autonomie, y compris l'organisation de la santé, de l'éducation, etc. Donc ça, effectivement, il faut les récupérer, ces terres. Mais en fait, c'est pas du tout un mouvement, ça n'a rien à voir avec les FARC, c'est pas du tout un mouvement militariste, donc il y a cette dimension de la lutte armée qui a été importante, mais en fait, s'ils ont pu persévérer par la suite, c'est à la fois parce qu'ils avaient quand même, tout en renonçant à l'usage des armes, dès 1994, il y a eu des négociations avec le gouvernement, mais qui ont été trahies, etc. Mais aussi parce qu'ils ont eu un soutien national et international extrêmement important. Ils ont organisé des grandes rencontres, la rencontre intercontinentale pour l'humanité contre le néolibéralisme en 1996, et puis par la suite beaucoup d'autres rencontres internationales. Donc il y a un soutien à la fois national et international qui est aussi absolument décisif pour pouvoir continuer à exister dans ce contexte quand même très, très conflictuel avec l'État mexicain.
Mais ça, c'est possible. Et donc là, la leçon, c'est en fait, on peut arriver à construire ces espaces libérés si on construit une force collective. Comment construire cette force collective? Il y a pas de modèle, hein. Et les apatistes surtout disent, bah non, on n'est certainement pas un modèle. On a fait comme ça parce que c'était notre histoire. Et bon, c'est aussi l'histoire de 500 ans de colonisation, des peuples indigènes, etc. Bon, c'est une histoire extrêmement particulière. Mais la base, c'est ça, c'est être capable de construire une force collective. Qu'il y ait des démarches individuelles, moi, je ne le minimiserai jamais. C'est extrêmement important. Ce que chacun fait pour se libérer de ces injonctions du système, du monde de l'économie, c'est très important et c'est même peut-être fondamental. Mais après, on voit bien que ça ne peut pas être suffisant. Et là, la leçon des apatistes, c'est de dire, mais il faut en passer par une organisation collective. L'organisation collective, il faut créer des organisations, ça peut être des collectifs, là, ça peut être, on peut appeler ça comme on voudra, mais quelque chose qui permette de construire cette force collective. Donc, on est capable de s'organiser, on est capable de mettre en place des actions communes, collectives, on est capable de défendre ce qu'on a construit, et ça, il faut s'organiser. Alors, dans certains endroits, ça a pris la forme de la lutte armée, mais personne n'est en train de dire que c'est l'unique forme possible et que c'est ça que personne ne considère actuellement que c'est la voie qui pourrait être mise en place dans un pays comme la France. Même si, vous voyez, même pour reprendre l'exemple de la ZAD, sur la ZAD, ils ont été capables de s'organiser en 2012 pour résister à une offensive, une offensive de policières, de la gendarmerie, enfin des forces répressives de l'État, parce qu'ils avaient, à la fois il faut physiquement pouvoir tenir installer des tracteurs pour faire barrage aux forces de l'ordre. Donc il faut tenir les lieux dans lesquels on est installé, mais donc c'est quelque chose de physique, c'est pas armé, mais c'est matériel, c'est une organisation physique matérielle. Et puis il faut aussi avoir un soutien très large. C'est parce qu'il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont soutenu cette lutte dans toute la France, qui sont venus pour les grandes mobilisations, qui ont aussi par là même montré qu'il y avait un soutien très important. S'il y a sur un lieu, s'il y a 30 000, 40 000 personnes, le gouvernement ne peut pas agir de la même manière, il ne peut pas réprimer les gens de la même manière, même si souvent il le fait de manière extrêmement brutale, comme dans la crise des Gilets jaunes. Mais bon, et plus on sera nombreux, plus, disons, la violence qui sera en face sera obligée d'en tenir compte. Et puis après, ça se joue pas seulement dans l'affrontement physique, c'est aussi une question de légitimité. Si on arrive à démontrer la perte de légitimité des pratiques qui sont développées par les forces de l'économie et soutenues par les autorités politiques, il y a un point au-delà duquel c'est plus tenable. Donc effectivement, il faut se poser la question de matériellement comment on fait concrètement pour agir, pour essayer de stopper cette dégradation. Est-ce qu'il faut dégonfler les pneus des SUV? Est-ce qu'il faut débrancher les pompes des méga-bassines? Effectivement, la question se pose et il mérite d'être posée. Mais au-delà de ça, c'est quand même aussi essayer de travailler sur tous les fronts que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure pour aussi créer des mouvements les plus massifs possibles. Oui, Mais pas seulement les manifestations, aussi des expériences. Plus il y aura de gens qui commenceront à rentrer dans ces logiques de construction d'autres modes d'organisation, mais aussi quand même de refuser de contribuer par la consommation, par la soumission au travail, etc. Tout ça fait un ensemble dont de toute manière les gouvernants sont assez conscients que tout ça est en train de croître. Donc à nous de réussir à amplifier toutes ces dynamiques plus vite que la capacité de réaction de ceux qui sont en face de nous. Jérôme Bachet, merci infiniment pour votre intervention et tous ces éclairages, toutes ces informations. Voilà, je vous ferai peut-être revenir pour un épisode autour de la rébellion zapatiste. Voilà, il est sur ma table de lecture et c'est quelque chose auquel j'aimerais qu'on porte peut-être un peu plus d'attention et de détails que ce qu'on s'est dit maintenant. Donc voilà, au plaisir d'échanger à nouveau sur ce sujet prochainement.